bonjour à tous, merci de votre présence. Alors de quoi on va parler ce matin? Pour réveiller un peu les esprits, on va parler d'optimisation énergétique dans les bâtiments. Et on va parler également des enjeux actuels qui sont liés à la loi finance qui est en cours de discussion, des discussions houleuses à l'Assemblée, et des augmentations des taxes qui pourraient arriver en fonction de ce qui va être voté. Ah. Faut juste que je me fasse au matériel, ça va aller. Je vous passe une petite vidéo pour démarrer, si tout va bien. La majeure partie de l'investissement s'est portée sur une centrale photovoltaïque de 60 kW crête. Le reste étant des actions de sobriété. Nous avons remarqué avec une caméra thermique que les portes et baies donnant sur l'extérieur comportaient des déperditions anormales. Après avoir effectué des relevés de température, nous avons constaté que les consignes de chauffage étaient trop élevées par rapport à la norme de confort et la consigne de climatisation trop basse. Les ballons d'eau chaude individuels étaient réglés à 65 degrés, nous les avons baissés à 55 degrés sans risque sanitaire et avons fait installer des modules heure creuse pour les faire fonctionner uniquement durant la plage horaire la moins coûteuse. D'autres réglages sur les paramètres de la pompe à chaleur ont été réalisés afin d'en optimiser sa consommation. Bien sûr, les luminaires non LED ont été remplacés. Le projet photovoltaïque disposait d'une pertinence indéniable car il a permis d'alimenter directement la pompe à chaleur en journée. EMT Solutions accompagne les propriétaires et gestionnaires d'immobilier tertiaire de l'étude à la concrétisation du projet d'optimisation énergétique en passant par l'analyse des aides et subventions pour finir par le contrôle de la performance. Les actions sont proposées selon 3 axes interconnectés que sont la sobriété, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Alors voilà, présentation de l'entreprise assez rapide. On est installé à Toul avec une équipe d'ingénierie qui intervient dans tout le Grand Est et on travaille donc dans l'optimisation énergétique des bâtiments tertiaires et industriels avec une qualification RGE sur la partie audit énergétique et une capacité à faire des études photovoltaïques également. Et je pense que la vidéo a bien résumé ce qu'on est capable de faire. Là on était sur un EHPAD sur lequel on travaille depuis 2 ans et qui a eu des grosses problématiques énergétiques quand il y a eu l'augmentation du coût de l'énergie. Donc ils sont passés de 20 000 euros de coût énergétique par an à 100 000. Donc le propriétaire nous a appelé pour nous dire qu'est-ce que vous pouvez faire rapidement, parce que dans 2 mois mon tarif change et ça va me coûter très cher et je ne peux pas répercuter ça sur mes locataires. On est un peu en avance apparemment. Alors on est intervenu sur cet établissement-là où on a fait en tout début vraiment de la sobriété énergétique. Donc on a mis en place des capteurs pour voir quelles étaient les températures à l'intérieur. On a travaillé sur les équipements existants pour tenter de faire un maximum d'économies avant que les tarifs n'augmentent. Voilà, et puis après on a travaillé sur les équipements et puis ensuite vraiment à la fin sur la partie photovoltaïque où on a fait une belle installation photovoltaïque sur cet établissement-là. On a réussi à faire 21 000 euros d'économie sur un prévisionnel de 100 000, donc on a fait une très très belle économie sur la première année qui a nécessité des investissements relativement maîtrisés. Donc on a fait moins de 100 000 euros d'investissement sur l'établissement, tout en profitant d'aides quand on pouvait, c'est-à-dire des aides publiques et privées, notamment sous forme de C2E.
voilà, la hausse du prix de l'énergie, c'est un sujet qui perdure d'année en année, mais on a vraiment un enjeu par rapport à l'année prochaine et à cette loi finance, donc je vais vous en parler, faire également une rétrospective pour qu'on puisse bien comprendre les enjeux de ces taxes et de prévoir l'avenir. Et puis ensuite, on va parler de résilience de vos organisations, hein, vous soyez des entreprises ou des collectivités, donc on va explorer quelques pistes. Alors, je vous invite à sortir vos téléphones. Alors, c'est pas courant, hein. En général, on vous dit de les éteindre et de les planquer, mais là, vous pouvez scanner le QR code et puis on va démarrer avec un petit questionnaire interactif. Donc, on va prendre quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter et puis on va travailler et je vais vous lancer quelques questions. Déjà 5 personnes connectées. Ça fonctionne pas? Non. Bon, vous allez suivre quand même, hein, ça va marcher. 10 personnes, allez, je pense qu'on peut monter encore un peu plus haut. Myriam, t'es connectée? Tu m'entends pas? Bon. Voilà. Vous pouvez continuer à tenter de vous connecter tout au long du questionnaire. Donc on va quand même démarrer pour pas perdre trop de temps. Là c'était rétrospective finalement. Si on regarde sur ces 10 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du coût des énergies? C'est-à-dire que toute énergie confondue, électricité et gaz, quelles ont été les hausses qu'on a subies si on compare les prix de 2014 à aujourd'hui? Donc on connaît l'état actuel aujourd'hui, mais finalement d'après vous, sur ces 4 propositions-là, quelle est la plus adaptée? Alors je pense que certains ont déjà répondu. Ah, c'est pas mal, ouais. 70%, c'est effectivement la bonne réponse. Alors pour les tricheurs, vous pouvez modifier vos réponses même en cours de route, hein. Vous pouvez vous remettre sur la partie où la réponse est juste. 70% effectivement d'augmentation des coûts énergétiques en 10 ans. Ce qu'il faut savoir, pardon si je reviens sur ce slide, quand on fait des travaux et la budgétisation de modifications énergétiques, l'ADEME nous demande d'actualiser le prix de l'énergie à hauteur de 3% par an. Alors on voit que quand on fait la rétrospective à 10 ans, on est largement au-dessus de 3% par an. Voilà. Et finalement, la question que je vous pose, c'est que se passera-t-il dans 10 ans? Et finalement, est-ce que vos organisations, vos entreprises ou vos collectivités sont prêtes à subir une augmentation du coût de l'énergie qui soit équivalente à ce qui s'est passé 10 ans en arrière? Parce que c'est peut-être ce qui nous attend. Voilà. Donc c'est vraiment la question que je vous pose. J'attends pas forcément des réponses, c'est simplement pour vous puissiez imaginer aujourd'hui, on a un prix du kilowattheure qui est toute taxe intégrée peut-être à 15 centimes du kilowattheure. Et si demain, dans 10 ans, c'est 70% plus cher, est-ce que vous êtes assez résilient pour faire face à cette augmentation-là? La taxe, les enjeux de la loi en cours sur le budget 2025 concernent notamment ce qu'on appelle la TICFE, qui est une taxe maintenant qui est noyée dans ce qu'on appelle l'ACIS, anciennement la CSPE. Et je voulais vous montrer graphiquement son évolution depuis 2003. On est aujourd'hui à une taxe qui coûte 20,50 € par mégawattheure, qui a été baissée durant la crise énergétique à 50 centimes. Et dans la première approche de la loi énergie avec notre nouveau Premier ministre, proposait que cette taxe augmente à hauteur de 50 € par mégawattheure. Il y a des débats, encore jusqu'à hier, avec les différents partis qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, mais 50 € du mégawattheure, ça ramènerait 6 milliards dans les caisses. Voilà, donc il y a un réel enjeu, d'autant plus qu'on, malgré les augmentations qu'on a perçues, on a quand même une énergie compétitive en France par rapport à nos voisins. Donc l'État pense qu'il y a encore un levier d'aller taxer ces consommations énergétiques. Donc pour vous imager tout ça, j'ai fait quelques simulations chez nos clients. On se dire finalement un bâtiment tertiaire de 1500 m², qu'est-ce que ça donne? Alors ça c'est
L'intervalle d'augmentation, si on est à 32 € du mégawattheure pour la TICFE ou 50 €, pour un bâtiment tertiaire, on serait entre 900 et 2000 € d'augmentation annuelle. Bâtiment en grande distribution, on a des consommations beaucoup plus importantes, on serait entre 25 000 et 60 000. Et pour un bâtiment industriel, avec une consommation annuelle de 1200 MWh, on serait entre 13 et 33 000 € par an. Donc pour vous montrer que cette augmentation-là, elle peut être très importante. Je vous parle très rapidement de la réglementation, mais peut-être que ça, c'est des choses que vous connaissez, donc je ne voulais pas m'attarder dessus. Concernant les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², il y a un décret qui est en place, qui est issu de la loi Elan 2019, mais qui est en place depuis 2022. Ça s'appelle le décret tertiaire, où on doit projeter de pouvoir réduire nos consommations énergétiques de moins 40% d'ici à 2030, moins 50% d'ici à 2040 et moins 60% d'ici à 2050. Ça, ce sont des enjeux réglementaires. Et avec cette loi-là, on a également ce qu'on appelle le décret BAX, qui impose de mettre en place du smart building, ou ce qu'on appelle aussi de la gestion technique bâtimentaire. Quand on a une puissance installée supérieure à 70 kW, donc puissance installée chauffage, ventilation, climatisation en puissance calorifique et frigorifique, on est soumis à ce décret qui nous impose dans un délai très court d'installer donc de la gestion technique bâtimentaire. On repart sur un petit questionnaire. Ressortez vos téléphones. Question de conscience, alors on parle de RT 2012, réglementation thermique 2012, qui est une réglementation qu'on a dû respecter jusqu'à il n'y a pas longtemps pour construire des bâtiments. Maintenant on parle de la RE 2020. Le changement avec la RE 2020, c'est finalement ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie des matériaux, qui s'ajoute aux contraintes thermiques de la RT 2012. Et nous, on travaille sur des bâtiments qui sont RT 2012. Finalement, il y a du travail à faire en optimisation énergétique sur toute typologie de bâtiments, même des bâtiments très récents. Et du coup, on a travaillé récemment sur un bâtiment qui était sous cette norme RT 2012. Et la question qui suit, c'est de se dire, est-ce que vous connaissez l'écart possible entre la théorie du bureau d'études qui a construit le bâtiment RT 2012 et dans son exploitation réelle, qu'est-ce qui peut vraiment se passer? Quelle augmentation des consommations on peut percevoir? Alors il y en a qui peuvent encore répondre, la bonne réponse c'est 150%. C'est-à-dire qu'on est dans des bâtiments tertiaires qui ont été conçus avec des matériaux vertueux, avec une isolation en laine de bois, avec des systèmes de retraitement d'air, avec des pompes à chaleur, avec des bons coefficients de performance. Pour autant, ce qu'on remarque, c'est que quand bien même on est un outil de qualité et performant, quand on passe en mode d'exploitation, c'est là qu'on rencontre des problèmes d'usage, de réglage et de dysfonctionnement, notamment avec des bâtiments qui chauffent le week-end pour rien, qui chauffent trop fort, qui ventilent trop fort et qui créent de l'inconfort. Et pour combler cet inconfort-là, on augmente la consigne de température, parce qu'on a froid, ça nous souffle dans le cou. Et finalement, on se retrouve avec des bâtiments qui consomment plus de 2 fois plus ce qui a été prévu au départ. Sur un bâtiment tertiaire, ça fait mal. C'est les augmentations importantes de consommation. Alors faire le choix de la résilience, une fois que je vous ai dit tout ça, on a fait un état des lieux de finalement qu'est-ce qu'est l'actualité sur les coûts de l'énergie, qu'est-ce qu'on remarque sur le patrimoine immobilier tertiaire et industriel. Et finalement, faire le choix de la résilience, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est de vous dire finalement, moi j'ai pas envie de subir les 10 prochaines années 70% d'augmentation, j'aimerais bien être en anticipation et être proactif par rapport à ça et pas être passif et attendre que ça se passe et que mon organisation ait de sérieux soucis. Alors on va parler d'une démarche en 3 temps, qui est la démarche négawatt, qu'on applique dans nos programmes de décroissance énergétique qu'on vous a présenté lors de la vidéo. C'est la sobriété énergétique d'abord. Alors quand on est dans un bâtiment bien conçu, évidemment on va travailler sur des réglages, sur des consignes de température, sur de la planification, sur des réglages de débit de ventilation. Ensuite on va pouvoir travailler sur l'efficacité énergétique. Donc ce sont les systèmes plus performants, c'est-à-dire d'installer des systèmes plus performants s'il y a des systèmes en obsolescence. Et puis les énergies renouvelables, bien sûr avec le photovoltaïque, mais aussi avec d'autres systèmes comme la géothermie, l'aérothermie qui sont considérés également comme de l'énergie renouvelable. Alors je ne vais pas m'attarder sur ce tableau qui est un peu complexe, mais finalement il y a quand même une possibilité pour les entreprises électro-intensives
d'être exonéré ou partiellement exonéré de la taxe dont je vous ai parlé juste avant. Il y a quelques cas que je présente ici, avec soit une exonération totale, soit une exonération partielle. C'est bien de le savoir. Et c'est bien de se renseigner si vous pensez que vous avez une organisation électro-intensive, de pouvoir partiellement annuler ou annuler complètement cette taxe qui représente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à plus de 50 000 € par an d'augmentation d'ici à 2025. Maintenant, un peu de pédagogie. Alors, on vous a illustré dans... C'est une illustration générale, c'est finalement dans la moyenne des bâtiments tertiaires, qu'est-ce qu'on consomme. Sur ce diagramme, on va consommer en majeure partie du chauffage, et on consomme dans notre région de plus en plus de climatisation, mais malgré tout, on a quand même beaucoup de chauffage à consommer dans nos bâtiments. 50%, 15% d'éclairage, 10% de climatisation, etc. Et finalement, je vais vous faire le zoom sur 2 domaines pour vous expliquer assez simplement ce qu'on peut déjà faire. C'est des conseils que vous pouvez reprendre et que vous pouvez mettre en place dans vos organisations et même chez vous à la maison. Alors parlons du chauffage. On va parler de 3 axes. Le chauffage, on va parler de la réduction de la consigne de chauffage. Alors c'est une chose assez simple. D'ajuster la température du fluide caloporteur, là c'est un peu plus technique, et d'installer un thermostat programmable. Qu'en est-il de la réduction de la consigne de température? Quand on baisse de 1 degré son bâtiment, en moyenne, alors ça dépend des déperditions du bâtiment, ça c'est très technique, mais en moyenne on va faire 7% d'économie. Alors il ne suffit pas de baisser la température pour le plaisir de baisser la température, parce que quand il y a eu la crise, l'État nous a dit sobriété, sobriété, on s'est retrouvé dans des bâtiments chauffés à 19 degrés qui étaient mais totalement inconfortables, parce qu'il y avait tellement de déperditions dedans, tellement de systèmes de ventilation mal réglés que c'était quasiment, je dirais pas insupportable, mais très désagréable. Donc il ne faut pas non plus tomber dans ces extrêmes-là, mais tout de même, si par exemple on a 22 à son bureau, on peut parfois mettre 21, et en adaptant la façon dont on s'habille, par exemple moi dans mon bureau parfois je remets ma petite doudoune parce que j'ai un petit coup de froid en fin de journée, parce que je suis un peu fatigué, puis finalement au lieu d'aller tourner le chauffage, je me couvre un petit peu et puis finalement ça se passe plutôt bien. Il faut quand même comprendre que le confort c'est différent pour chacun d'entre nous, on a tous un métabolisme différent, on a tous un besoin différent, il faut quand même le considérer, hein. Il suffit pas, nous on va pas juste baisser les températures pour le plaisir d'avoir des kilowattheures en moins, on essaye quand même d'intégrer le fait que il y a une nécessité de confort dans nos bâtiments qu'on peut conserver malgré tout. Hein. Alors on dit on peut conserver parce que quand on se trouve dans un bâtiment qui chauffe le week-end, on préfère ne plus le chauffer le week-end et garder une température en semaine à 21 degrés, plutôt que de baisser bêtement à 19 degrés sans s'intéresser s'il chauffe le samedi ou le dimanche pour rien. Il faut penser aussi aux personnes âgées. Dans la norme de confort, les personnes âgées ont un métabolisme plus lent, donc il faut quand même leur donner un peu plus de température que pour des personnes moins âgées en meilleure santé. La température du fluide caloporteur, c'est quelque chose d'un peu technique, mais finalement quand on a un système de chauffage avec un fluide caloporteur, notamment de l'eau, qui passe dans des radiateurs ou qui passe dans un plancher chauffant, c'est important de savoir que cette eau-là doit être pilotée par une sonde extérieure de température et adaptée à ce qu'on appelle la loi d'eau, qu'on retrouve en bas à gauche. C'est qu'en fonction de la température extérieure, la température du fluide caloporteur va être plus ou moins importante. Alors je vous donne un exemple, aujourd'hui il fait 0 degré. Si on a un système comme ça qui est mis en place, on va envoyer peut-être 50 degrés dans les radiateurs. Et quand il fait 12 degrés, on va en envoyer peut-être que 42 ou 45 degrés. Tout simplement parce que le bâtiment n'a pas besoin d'autant d'énergie quand il fait 12 degrés dehors que quand il fait 0 ou moins 5. Il y a encore des bâtiments qui fonctionnent à température constante. C'est-à-dire que les bâtiments qui fonctionnent à température constante sont faits et réglés pour les pires situations. C'est-à-dire qu'ils sont réglés pour faire face à un moins 10, moins 15 degrés. Donc ils envoient par exemple 60 ou 70 degrés dans les radiateurs, même quand il fait 12 degrés dehors. Alors là, on a des déperditions énormes sur la partie distribution, sur les pompes, on a des déperditions inutiles, et on a des chauffages qui chauffent trop les bâtiments, et on se retrouve parfois à ouvrir les fenêtres. Et ça arrive encore. Voilà. Concernant le thermostat programmable, ça nous permet de faire de la planification. Quand on n'est pas chez soi, quand on n'est pas au bureau, on règle les temps d'occupation sur ce thermostat, on règle aussi la température qu'on souhaite. Et il y a des systèmes d'asservissement derrière qui vont piloter les radiateurs, entre autres. Alors c'est bien sur des systèmes rapides, c'est des émetteurs rapides qu'on appelle, par exemple les ventiloconvecteurs sont des systèmes rapides, les radiateurs à eau chaude sont des systèmes rapides, mais on n'installe pas ça sur un plancher chauffant
parce qu'un plancher chauffant, il y a de l'inertie. Et là, ça sera complètement contre-productif de faire des abaissements de température sur un plancher chauffant, parce que la dalle va avoir une telle inertie qu'en fait, on va complètement créer de l'inconfort et de la surconsommation. On passe à l'eau chaude sanitaire. Il y a 3 points aussi sur l'eau chaude sanitaire. C'est la réduction de la température du ballon d'eau chaude, installer des modules ou des horloges programmables et installer une jaquette isolante dans certains cas. Concernant la température de consigne d'un ballon, alors en fait, votre ballon d'eau chaude dans vos installations, il est réglé d'usine au départ du grossiste. Il est réglé à 100% de sa capacité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les ballons sont réglés à 65 degrés, peu importe votre besoin. Et ce qui est quand même aberrant, c'est que comme quand vous avez des mitigeurs pour aller vous laver les mains, on rebrasse l'eau chaude à 65 degrés avec de l'eau froide, parce que sinon on se brûle. Donc ça, c'est une grande aberration énergétique. Alors il y a quand même un point en dessous duquel on ne pourrait pas descendre, parce qu'en entendant ça, on se dirait ok, je vais régler mon ballon à 40 degrés, parce que 40 degrés, au-delà de ça, je me brûle. Mais en fait, il y a un risque sanitaire jusqu'à 52 degrés. Il y a un risque de développement légionnel. Donc quand on sait ça, on peut aller régler le thermostat de nos ballons d'eau chaude à 55 degrés. Donc on ne prend pas de risque sanitaire. Pour autant, on a un abaissement de 10 degrés de la température de consigne, ce qui fait que chaque jour, votre ballon se recharge seulement jusqu'à 55 degrés et pas 65 degrés, ce qui est une aberration, une surconsommation d'énergie. Les modules d'alimentation heure pleine, heure creuse, si vous avez des contrats en heure creuse, alors la plupart du temps quand on fait l'étude des contrats heure pleine, heure creuse, les heures creuses sont souvent très mal utilisées. Vous surconsommez en heure pleine et puis en heure creuse, il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Si vous voulez faire fonctionner notamment les ballons d'eau chaude en heure creuse, ce qui est très bien, ils se rechargent la nuit, il faut installer un module adapté, module électrique qui est sur le départ du chauffe-eau. La jaquette isolante, j'en parle très rapidement, c'est vraiment très bien adapté, l'investissement est très peu coûteux, mais c'est uniquement nécessaire pour des ballons qui sont présents dans des zones non chauffées. Si vous avez des ballons d'eau chaude dans un placard d'un couloir chauffé, c'est pas la peine d'aller lui remettre une jaquette isolante parce qu'il est déjà isolé de par sa conception. C'est vraiment si vous êtes, par exemple, ce ballon-là se trouve dans un garage ou dans un endroit qui peut descendre à 10 ou 5 degrés quand c'est l'hiver. Allez, je vous redonne un peu d'activité, un peu de travail. Avez-vous une idée, avec les éléments que je vous ai donnés avant, du pourcentage de réduction envisageable quand on applique cette démarche de sobriété dont je viens de vous donner quelques exemples? On a eu quelques retours d'expérience et du coup on voudrait vous expliquer quel est ce levier, quel est le pouvoir de ce levier-là. Allez, on y va. Entre 20 et 25%. Alors c'est pour ça qu'on l'applique au tout début quand on rentre dans des bâtiments, parce qu'en fait, on nous parle souvent d'investissement, il faut que je réisole mon bâtiment, il faut que je change mes systèmes. On leur dit attendez, on va déjà aller voir ce qui se passe à l'intérieur de votre bâtiment. On sera d'accord avec vous peut-être l'année prochaine, mais la première année peut-être qu'on va travailler sur la sobriété énergétique, parce que vous allez voir le pouvoir de cet axe qui est quand même très très significatif. Ensuite, je vais vous parler de la note DPE qui est faite dans le cadre de transactions immobilières. D'après vous, est-ce que la sobriété peut avoir ou pas peut faire évoluer la note ou non? Et si oui, de combien de classes? Je le rappelle, la note du DPE, elle est l'image des consommations globales du bâtiment ramenée à sa surface, qui donne ensuite une note qui permet de classer les bâtiments entre A et G. Et à partir de E, on se retrouve quand même dans des bâtiments énergivores, très énergivores. Alors on peut améliorer d'une classe. Quand on fait de la sobriété énergétique, pour les investisseurs immobiliers ou même pour les propriétaires qui souhaitent vendre, avant de vendre votre établissement ou votre maison, pensez à faire de la sobriété énergétique une année avant. Est-ce qu'il est possible que vous puissiez valoriser un peu mieux votre bâtiment et votre maison? Parce que la note DPE, on ne la regardait pas jusqu'il y a 3 ou 4 ans en arrière, mais maintenant, quand on achète quelque chose, on regarde est-ce que mon bâtiment est performant, où est-ce qu'il se situe. Ah, il est en C, c'est pas mal, il est en D, en E, je ne sais pas si je vais l'acheter. Voilà.
Je parle très rapidement d'efficacité énergétique. Tout à l'heure, je vous ai parlé que après la sobriété énergétique, on allait intervenir sur la partie des équipements. Bien sûr, c'est important ensuite de disposer d'équipements performants, de remplacer des systèmes vétustes. Je retrouve encore des écoles, par exemple, où on a des chaudières, des vieilles chaudières à gaz avec des brûleurs non modulants qui consomment énormément de kilowattheures. C'est une aberration. Isoler son bâtiment, c'est parfois nécessaire, mais pas tout le temps. Attention à ce genre d'investissements qui ont des rentabilités très très longues, qui ne sont pas tout le temps et pas souvent la réponse à donner si on veut faire de la réduction de consommation énergétique à moindre coût. Obtenir des aides de subvention, bien sûr, c'est notre rôle aussi d'accompagner nos clients dans les perspectives de réduction des consommations énergétiques, mais aussi dans ces empilements de subventions possibles et d'aides. Quand on est une collectivité, quand on est une entreprise, on peut aller chercher des aides de la région, des C2E, parfois du département, ça dépend dans quel département on est. Et nous, on fait de la veille là-dessus pour construire complètement les projets et accompagner complètement la transition énergétique des bâtiments. Et bien sûr, se faire accompagner parce que en fait, c'est un vrai travail d'expert de faire ce genre d'approche. Je vous parle également des énergies renouvelables, essentiellement le photovoltaïque aujourd'hui, qui amène une très très bonne rentabilité sur les bâtiments quand on consomme beaucoup d'électricité. Il y a deux possibilités. On peut faire de l'autoconsommation individuelle, c'est-à-dire d'installer une centrale photovoltaïque sur son bâtiment pour autoconsommer les kilowattheures qui sont produits. C'est souvent très bien et ça amène beaucoup de résilience aux organisations. Et puis maintenant, administrativement, c'est ouvert de pouvoir faire de l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que si dans vos voisins, il y a quelqu'un qui a une charpente ou une toiture qui est très propice, tout le monde peut se regrouper pour installer sur sa charpente, sur sa toiture. Et il peut y avoir des producteurs et des consommateurs qui peuvent profiter de ces installations-là. Le gisement solaire en France, c'est juste à titre indicatif, mais le gisement de solaire en France a tendance à remonter du sud vers le nord. Hein. Ça, c'est le réchauffement climatique et l'ensoleillement. Alors, j'en ai parlé des avantages de l'autoconsommation. Hein. C'est en fait quand vous installez du photovoltaïque sur vos toitures, c'est de la résilience pour demain. Hein. Voilà, il y en a qui l'ont déjà fait, il y en a qui sont en cours de le faire, il y en a qui se posent des questions. Vous ne posez pas de questions trop longtemps. Si vous êtes bien accompagné et que vous avez de bonnes dispositions pour le faire, voilà, il faut le faire. D'autant plus qu'il y a des lois qui vont donner des obligations et qui donnent déjà des obligations. Il y a un décret qui est paru le 13 novembre dernier pour l'obligation de solarisation des parkings de plus de 1500 m². Il y a des obligations de solarisation de toiture sur les projets en construction. Et il y a aussi une obligation de solarisation qui arrive en 2028 pour les bâtiments existants qui ont une toiture de plus de 500 m². Donc de toute façon, si vous n'y allez pas maintenant, il faudra tout de même y aller par décret, par obligation. Donc quand l'obligation arrive, souvent il y a beaucoup moins d'aides que 2 ou 3 ans auparavant. Donc il faut être un peu dans l'anticipation de ces choses, d'être au courant et finalement d'anticiper un peu ce développement d'énergie renouvelable. La durée de vie des installations photovoltaïques qui était donnée dans la fin des années 90, on se disait une installation photovoltaïque dans 20 ans ça ne fonctionne plus. Il y a des installations qui ont été mises en place dans les fins des années 90 qui fonctionnent encore à plus de 85% de rendement. Donc ça c'est très très bon augure. Et on donne maintenant des durées de vie sur les installations de 30 voire jusqu'à 40 ans. Donc quand on a un temps d'amortissement à 7 ou 8 ans, c'est très bien parce qu'on a encore l'installation avec soi pendant au moins 30 ans sans problème. Allez, je vous refais travailler encore un peu, puis après je vous relâche dans quelques minutes. Alors, ISO-économie, quel est le rapport financier entre investir dans une rénovation globale et appliquer la démarche négawatt? Alors, je vais vous donner un peu d'éléments de compréhension. À ISO-économie, c'est-à-dire que quand on fait un programme de rénovation globale, on s'attend à faire des économies qui sont chiffrées. Je vous donne un exemple, on fait une rénovation sur des bâtiments tertiaires d'une usine. On investit 2 millions d'euros dans une rénovation globale où on va tout changer à l'intérieur. On sait qu'on va faire par exemple 150 000 euros d'économie par an. Ça, c'est la rénovation globale. Et finalement, quand on applique la démarche négawatt, qu'est-ce qui peut se passer? Et aussi, quelle est la différence d'investissement entre ces deux approches? Donc la rénovation globale d'un côté et la démarche négawatt de l'autre. Il y a que trois personnes qui ont répondu. J'espère que j'ai été assez explicite. C'est de dire finalement, est-ce que la démarche négawatt coûte la même chose que la rénovation globale? Est-ce que ça coûte moins cher? Et si ça coûte moins cher, combien? Allez, on passe aux réponses. On divise par 10.
On a fait le test pour le département de la Marne. Le département de la Marne est venu nous voir en nous disant on a 120 bâtiments soumis au décret tertiaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a lancé des audits énergétiques classiques. Et franchement, on a fait un audit énergétique sur un collège. Hein, je vous parle comme si j'étais le responsable du patrimoine du département de la Marne. Et le bureau d'études qui a travaillé là-dessus nous dit qu'il y a 2 millions d'euros d'investissement sur le collège. Il me dit on a 120 bâtiments, on est incapable d'investir autant dans les 120 bâtiments qui vont être concernés par ces réductions d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je lui dis bah écoute, moi j'aimerais bien faire un test. On applique cette démarche négawatt là sur ce même bâtiment puis on observe. À la fin, notre programme coûtait 200 000 euros. À iso-économie, c'est-à-dire qu'on faisait le même volume d'économie que l'investissement en rénovation globale. Et on avait surtout travaillé sur le fait d'avoir l'énergie au bon endroit, au bon moment et pas plus. Alors qu'une rénovation globale ne travaille pas là-dessus. Une rénovation globale, c'est on refait le bâtiment complètement et on ne s'intéresse pas vraiment aux usages à l'intérieur, on ne s'intéresse pas forcément aux réglages et on n'atteindra peut-être pas forcément les objectifs qu'on s'était fixés. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Les dernières actualités de l'entreprise. Alors moi j'ai démarré l'entreprise il y a 3 ans tout seul. On est maintenant 8 personnes. Vous avez à droite des résultats qu'on a au bout de 2 ans de travail dans un hypermarché de grande distribution. Donc les résultats sont sur une facture de 900 000 euros annuels, 220 000 euros d'économie. On leur a trouvé 250 000 euros d'aide avec un ROI à 2 ans. Alors c'est pas tout à fait 2 ans, on a 2,7 ans ou 2,4 ans. Mais entre l'investissement qu'on leur a demandé de faire et les économies, c'était vraiment un super programme et on continue à travailler avec eux sur énormément de sujets. Les frigos, le chauffage, le rafraîchissement, la ventilation, le photovoltaïque. On a travaillé sur beaucoup de sujets. Voilà, et puis on a un nouveau site internet. Alors ça c'est un peu de publicité, mais on est présent sur les réseaux. Vous pouvez d'ailleurs profiter que vos téléphones soient sortis pour scanner le QR code qui est présent ici et nous suivre. C'est bon pour notre notoriété. Et on est récemment coq vert grâce à la communauté BPI France. Le coq vert, c'est un peu plus de 2000 entreprises en France qui se mobilisent pour la transition énergétique. C'est aussi bien des investisseurs, des industriels et aussi des sociétés comme nous qui font de l'ingénierie qui accompagnent ce mouvement et qui sommes rassemblés pour une même objectif. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à venir nous voir, on est au stand C10 juste derrière. Donc si vous avez des questions, alors moi je suis présent là, je peux vous répondre directement, mais si vous voulez repasser, c'est avec plaisir qu'on vous recevra et qu'on vous expliquera un peu plus en détail ce qu'on est capable de faire. Voilà, merci pour votre attention et puis bon salon.